je vais commencer par une question très générale. Vous avez un parcours d'excellence, évidemment, polytechnicien, professeur à Centrale. Et tous les gens qui ont des parcours d'excellence n'ont pas cet attachement que vous avez eu très tôt à ces questions énergétiques, à ces questions climatiques et cette attention sur notre monde et sur notre planète. Vous avez même créé The Shift Project. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement, pour commencer, qu'est-ce qui a fait cette bascule et puis quelles sont les grandes finalement intentions qui sont poursuivies par ce site que je recommande d'ailleurs à tous parce que je vais rebondir plusieurs fois dessus pour les ressources en particulier qu'il offre pour nos enseignants et pour nos élèves. Essentiellement le fruit du hasard. Comme pour beaucoup de parcours, vous savez, il y a beaucoup de parcours dans lesquels le hasard joue une place prépondérante. Et en fait, je me suis intéressé au sujet énergie et climat complètement par hasard. Enfin, oui, essentiellement par hasard à la fin des années 90, au début des années 2000. À une époque où mon secteur d'opération, on va dire mon théâtre d'opération à l'époque, c'était les télécommunications. Et déjà, il y avait un certain nombre de gens à l'époque qui s'intéressaient à la possibilité de remplacer des flux matériels des déplacements de personnes par des déplacements d'informations, dans tout ce qui était télé quelque chose. Et c'est à cette époque-là qu'en m'intéressant aux économies de déplacement, j'ai vu arriver le mot gaz à effet de serre dans les quelques textes que je lisais. Et ça m'a un peu interloqué, j'ai commencé à regarder. Puis voilà, puis après de fil en aiguille, eh bien, le reste est venu. Et The Shift Project, alors, la philosophie The Shift Project a une philosophie, par contre, The Shift Project est né en 2010, donc à une époque où je commençais déjà à avoir les idées un peu plus claires sur la façon dont le problème se posait et la façon dont les acteurs étaient organisés pour y répondre ou pas, et spécialement pour ne pas y répondre. Et The Shift Project est né de l'observation croisée, j'ai envie de dire, de la façon dont le problème se présente, de la lecture de Tocqueville. C'est à peu près ça l'idée. Donc, l'idée du Shift Project, c'est de faire un groupe de pression, c'est très clairement ça qu'on essaye de faire, qui milite en faveur de la décarbonation de l'économie. Et on essaye d'attraire à nous, non pas le monde politique, parce que le monde politique, la vision que j'en ai, c'est qu'il réagit à des pressions de l'étage en dessous. On essaye d'attraire à nous des gens dans l'étage en dessous. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de discuter avec ce qu'on a coutume d'appeler les corps intermédiaires, c'est-à-dire à la fois le monde économique, le monde syndical, le monde académique et le monde de la fonction publique, un peu le monde des élus locaux. C'est un milieu dans lequel on est moins enraciné. Et de prendre le temps de discuter avec des représentants dans cet univers-là, des propositions qu'on peut, enfin, de la manière qu'on a de décrypter le monde et des propositions qu'on peut faire derrière. Voilà, donc le Shift Project est né de cette manière-là en 2010. C'est une association d'entreprises, donc elle est financée par des entreprises aujourd'hui. On s'est mis à avoir également des ressources propres, genre subventions, dons, fondations, etc. Et l'argent que l'on récolte sert essentiellement à faire ce qu'on appelle des projets. Alors, un projet, ça peut être un état des lieux ou une boîte à outils, quand vraiment on part de zéro dans un domaine. Et donc, il faut déjà qu'on commence par faire une première passe pour savoir de quoi on parle. Par exemple, dans le domaine du numérique, on avait envie de s'attaquer à la question, mais il n'y avait pas d'état zéro, on va dire, ou en tout cas, l'état zéro était épars, il y avait des bouts ici et là. Et donc, on a fait un premier rapport sur l'impact carbone du numérique et d'où ça venait. Et maintenant, on a commencé à travailler sur comment est-ce qu'on peut faire pour faire baisser cette empreinte carbone. Et le livre qui a été montré par Béatrice il n'y a pas longtemps, là, est un livre qui synthétise une proposition de planification de la décarbonation qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Alors, M. Macron a dit il n'y a pas très longtemps qu'il était favorable à la planification et qu'il avait emprunté ça à Mélenchon, mais il n'est pas complètement exclu, sans qu'on soit pour autant un fauné de Mélenchon, que nous ayons également un tout petit peu joué un rôle dans ce ralliement tardif, mais bienvenu, à l'idée de dépasser un peu les horizons de temps auxquels on est habitué quand on fait de la gestion politique. Alors, voilà en gros l'histoire du Shift Project. Ok, alors moi je l'ai moi-même utilisé pour ne rien vous cacher. Donc à l'inspection générale, on se réunit une fois par mois, on a des semaines de regroupement, ça s'appelle comme ça. Et on a un des groupes où à chaque fois, on commence la réunion avec 5 minutes de quelque chose qui étonne. Et j'avais utilisé l'article que vous aviez en ligne sur The Shift Project sur l'impact de la mise en place de la 5G avec les rejets que ça allait
induire en termes d'équivalent carbone dans l'atmosphère. Et ça avait permis en effet une belle discussion au sein du groupe. Donc vous voyez, ça fait déjà quelques années que je connais cette ressource. Alors si vous le voulez bien, moi ce que je vous propose, c'est de balayer en effet quelques-uns des thèmes qui sont abordés des études qui sont menées dans The Shift Project et de voir ensemble un petit peu les liens qu'on peut faire avec nos enseignements, quelles seraient pour vous les priorités à mettre en œuvre, et puis essayer au travers de tout ça, de voir ce que nos collègues en ligne souhaitent poser comme question. Alors, évidemment, la première thématique, c'est l'énergie, même si je sais bien que l'énergie, finalement, va croiser l'ensemble des problématiques. Nous, l'énergie, dans les programmes, elle est partout, elle est dès l'école primaire, parce qu'on va s'intéresser aux formes d'énergie, on va s'intéresser aux sources, on va s'intéresser aux conversions. C'est d'abord un problème, je me suis posé un peu la question en préparant, c'est d'abord un problème très scientifique, et puis petit à petit, en effet, les sciences économiques et sociales s'en emparent, la technologie, bien sûr, l'histoire-géographie, puisque ça devient très vite un problème géopolitique. Alors, il y a 10 ans, vous aviez prédit, je ne sais pas si on peut dire prédit, vous allez nous dire, un choc des énergies fossiles. Aujourd'hui, la crise de l'Ukraine nous rattrape. Pour vous, quelle est aujourd'hui votre analyse sur l'état des lieux dans un premier temps, et ensuite on verra ce qu'on pourrait prioritairement mettre en œuvre dans nos enseignements pour nos élèves? Alors, je vais faire un petit schéma introductif, enfin un rapide panorama introductif qui est en fait un résumé des présentations que j'ai coutume de faire en version beaucoup plus longue pour expliquer un peu de quoi on parle quand on parle du problème. Sauf que je rappelle quand même que ce livre, il a été fait en fait, c'est presque un livre de cours en fait. C'était juste ça que je voulais rappeler. C'est quasiment un livre de cours. C'est un livre qui est dérivé du cours que je fais à Mines ParisTech et dont une version, enfin, dont plusieurs versions sont disponibles en ligne. Il y a une version qui est une vidéo enregistrée d'une mauvaise qualité, prise en amphi. Et puis, il y a 2 autres versions qui sont disponibles également, que je préfère, planche avec son ou bien la transcription en texte. Et là, c'est un dessinateur de BD, donc s'appelle Christophe, un dessinateur scénariste, qui s'appelle Christophe Blain, qui est parfois connu pour avoir été l'auteur de Quai d'Orsay, une BD qui est un peu fait parler d'elle, qui m'a contacté il y a 1 an, il y a 2 ans maintenant, non, il y a 3 ans même, il y a 3 ans, et qui m'a demandé si j'étais intéressé à l'idée de faire une BD. Je lui ai dit bien évidemment. Et cette BD, elle a commencé à être disponible dans certains CDI, donc c'est pour ça que je vous en parle. Je suis contacté par des enseignants qui me disent l'avoir acheté pour la mettre à disposition de leurs élèves, parce que c'est une façon de leur faire comprendre un certain nombre de choses qui sont relatives à l'énergie et au changement climatique. Alors, si je parle de l'énergie, pour bien faire comprendre la manière dont se présente le problème, je vais commencer par peut-être vous surprendre. Je vais reprendre des choses que vous avez peut-être déjà vues dans des interventions plus longues qui sont sur ma chaîne YouTube. Et une chose qu'il faut avoir bien présente en tête, c'est que quand on parle d'énergie, eh bien, la transition que nous avons effectuée sur les 2 derniers siècles a été de quitter le monde des énergies renouvelables, qui étaient les seuls qui étaient à notre disposition jusqu'en 1800, en gros, pour rentrer dans l'ère des énergies fossiles. Donc, peut-être qu'à l'avenir, on va aller vers les énergies renouvelables, mais en tout cas, la seule chose qui est certaine, c'est que sur le plan historique, ce que nous avons fait dans le passé, c'est l'exact inverse. Nous étions dans un monde totalement renouvelable et nous sommes allés dans un monde à très forte dominante fossile. Là, vous voyez une gravure qui représente une époque ancienne et absolument tout sur cette gravure est renouvelable. Vous voyez cette rivière, elle alimente peut-être quelque part, du reste, on se demande, ce n'est pas une roue à aube, un moulin qui exploite une énergie qui est renouvelable. Vous voyez des nuages, là, ça rappelle le vent, donc il y a peut-être aussi ailleurs, quelque part, un moulin qui exploite l'énergie du vent, qui est renouvelable.
Là, vous voyez un bateau à propulsion renouvelable, en l'occurrence, c'est le batelier, mais vous aviez également des chemins de halage qui utilisaient des animaux tout aussi renouvelables pour tracter le bateau. Vous aviez également des voiles qui étaient utilisées pour la navigation fluviale hein, dans l'ancien temps. Les transports terrestres sont faits avec des animaux qui sont renouvelables et qui mangent de l'herbe renouvelable et qui tirent des charrettes en bois renouvelables. Enfin, vous voyez, tout ce monde est renouvelable, il est parfaitement renouvelable. Évidemment, il est très, très différent du monde dans lequel nous vivons. Et c'est bien tout le sujet, c'est que le monde dans lequel nous vivons, en fait, il serait malheureusement impossible à garder avec des énergies renouvelables, puisque s'il était possible avec juste des énergies renouvelables, eh bien, on n'aurait pas attendu le pétrole, le charbon et le gaz pour le voir apparaître. Il serait apparu sans ça. Voilà, on n'aurait pas eu besoin. Quand on parle d'énergie, il y a également quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête, c'est que l'énergie, c'est avant tout une grandeur physique. Donc, je vais être peut-être très impertinent avec les enseignants qui nous écoutent, mais malheureusement, pour bien parler d'énergie, il ne suffit pas de bien connaître l'économie, ou il ne suffit pas de bien connaître la géopolitique, ou il ne suffit pas de bien connaître l'histoire, il faut bien connaître la physique. Si on ne connaît pas bien la physique, on n'est pas capable de bien parler d'énergie, parce que l'énergie est avant tout une grandeur physique. L'énergie en physique, en fait, c'est la grandeur qui quantifie le changement d'état d'un système. Alors, je vous ai mis la transformation de l'environnement, mais en fait, ça quantifie le changement d'état d'un système. Donc, dès qu'un système change d'état, c'est-à-dire que sa température change, que sa vitesse change, que sa forme change, que sa composition chimique change, que sa couleur change, que voilà, n'importe quoi, eh bien, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Et en fait, plus le système change et plus la quantité d'énergie qui entre en jeu est importante. C'est facile à comprendre avec des changements élémentaires. Par exemple, une casserole avec de l'eau que vous avez besoin de chauffer, plus la différence de température entre le départ et l'arrivée est importante, et plus vous avez eu besoin de chauffer, c'est-à-dire plus il y a de l'énergie qui est rentrée en jeu. Quand vous avez une voiture qui se déplace, plus elle va vite, plus la transformation est donc importante, puisque la différence entre le fait qu'elle soit immobile et sa vitesse est importante, et donc plus il y a d'énergie qui est entrée en jeu pour la faire aller vite, etc. Donc on voit bien que plus un système se transforme, et plus il y a d'énergie qui rentre en jeu, mais la symétrique est également vraie, c'est-à-dire que plus de l'énergie rentre en jeu et plus le monde se transforme. Et de là, vous pouvez d'entrée de jeu sortir une expression du langage courant, alors que pourtant on l'utilise très souvent, qui serait l'énergie propre. En fait, l'énergie propre, ça n'existe pas. Comme vous le savez, être propre, c'est avoir laissé les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées en entrant, donc n'avoir touché à rien. Or, il se trouve que dès qu'on utilise de l'énergie, en fait, par définition, on a changé quelque chose. Donc, plus on utilise d'énergie, moins on est propre, quelle que soit l'énergie qu'on utilise, par construction, parce que ça veut dire qu'on déplace plus, on transforme plus, on chauffe plus, on refroidit plus, on détruit plus, et donc on crée plus de sous-produits indésirables. C'est par définition. Alors, l'énergie étant une grandeur physique, avant d'être régie par un système de prix ou qu'est-ce que je sais, elle est régie par des lois que nous ne changeons pas. Comme vous le savez aussi, pour ceux d'entre vous qui manipulent la convention économique, l'économie est une convention. C'est-à-dire le jour où on supprimera les hommes, on supprimera l'économie. Et le jour où on supprimera les hommes, on ne supprimera pas les lois de la physique, qui resteront les mêmes. Alors, on les verra plus s'appliquer, parce qu'on ne sera plus là, mais elles resteront valables. Et alors, dans les lois qui s'appliquent à l'énergie, il y en a une qui est absolument cardinale, qui est la loi qu'on appelle de conservation. Et cette loi de conservation, elle dit une chose très simple. Elle dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. Et de là, vous pouvez en déduire une conséquence, c'est que pour qu'un système bénéficie d'énergie, c'est-à-dire pour qu'il incorpore de l'énergie en plus, par exemple le système humain, eh bien cette énergie doit nécessairement venir de l'extérieur. Donc les hommes, les femmes, peuvent rien faire d'autre en matière d'énergie que de l'extraire de l'environnement, là où elle existe déjà, et de l'utiliser à notre profit. Et en fait, l'utiliser, ça veut dire en pratique la faire rentrer dans ce qu'on appelle un convertisseur, c'est-à-dire un objet animé ou inanimé qui va être capable, à partir de cette énergie, de nous rendre un service. Alors, historiquement, le premier convertisseur qu'on a eu à notre disposition, c'est notre propre corps. L'énergie qui est disponible dans l'environnement pour alimenter notre propre corps, c'est l'alimentation et la chaleur ambiante. Et le service que nous rend notre propre corps, c'est du mouvement et de la chaleur. Il nous maintient à 37 degrés. Et puis, le temps passant, on a réussi à domestiquer d'autres convertisseurs. Alors d'abord, on a domestiqué des convertisseurs biologiques. On a maîtrisé les animaux et puis les esclaves, les deux. Et ça nous donnait de la force en plus, des convertisseurs biologiques supplémentaires qu'il fallait évidemment nourrir avec de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire de la photosynthèse et de l'air. Et puis, le temps passant, on s'est mis à maîtriser des convertisseurs qui étaient non biologiques. Donc, c'est le début des machines.
mais qui utilisaient des énergies renouvelables. Donc, on a utilisé la force de l'eau, la force du vent. La première marine était à voile, les premiers moulins étaient à eau. Et on a également utilisé le bois. Donc, toutes ces énergies renouvelables ont été mises dans des convertisseurs divers et variés qui ont permis d'augmenter la quantité de service. Par exemple, le moulin à eau, eh bien, il moule la farine plus efficacement que des gens avec juste leurs petits bras musclés. C'est pareil pour le moulin à vent. Et le moulin à eau, il permet également de manipuler des foulons ou des marteaux de forge ou des soufflets de forge plus efficacement que nos petits bras musclés. Et donc, ça a permis de démultiplier la transformation de l'environnement qui nous intéressait, par exemple transformer du minerai de fer en fourchette, ça a permis de démultiplier cette transformation et de commencer à l'accélérer. Et puis il y a 2 siècles, on a découvert 2 convertisseurs particulièrement efficaces qui sont la machine à vapeur et le moteur à combustion interne. Et ces 2 convertisseurs particulièrement efficaces, faits de métal, nous ont permis de commencer à augmenter d'une manière absolument faramineuse la quantité de services qu'on pouvait obtenir, c'est-à-dire la quantité de transformation de matières premières qu'on pouvait obtenir, la quantité de déplacement d'objets qu'on pouvait obtenir, la quantité de transformation thermique qu'on pouvait obtenir, etc. Alors, il y a une énergie dans cette histoire que vous voyez apparaître ici également, qui est l'électricité. En fait, l'électricité, elle démarre avec une machine à vapeur ou avec une machine mécanique qui est un générateur électrique. Et 85% de 80% maintenant de l'électricité dans le monde, elle est faite avec une grosse machine à vapeur qui s'appelle une centrale électrique qui utilise soit du charbon, soit du gaz, soit du pétrole, soit de l'uranium pour produire la vapeur. Donc, on est encore à l'ère des machines à vapeur qui nous rendent encore un très grand service qui est de produire l'électricité. De là, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à cause du fait que l'énergie est une grandeur physique et qu'elle caractérise le changement par définition, utiliser de l'énergie, en fait, c'est transformer l'environnement et ça peut encore se dire commander des machines. Donc, utiliser de plus en plus d'énergie, c'est commander de plus en plus de machines. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça que ça veut dire. Plus on utilise d'énergie, plus on a une armée d'esclaves mécaniques qui est importante. Alors, voilà à quoi sert l'énergie. Elle sert à mettre en mouvement toutes les machines que vous avez là. Elle sert à actionner toutes les machines que vous avez là, qui sont devenus nos esclaves des temps modernes. Vous vous rappelez probablement la démocratie athénienne et romaine, c'est-à-dire une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Eh bien, nous avons reproduit la chose à l'échelle mondiale. Nous sommes une poignée de citoyens libres, quelques milliards, assis sur une armée d'esclaves, quelques centaines de milliards d'équivalents carcasses, d'équivalents hommes ou d'équivalents femmes. C'est ça que représentent les machines que nous utilisons aujourd'hui. Si on essaye de regarder en équivalent organisme humain le travail qui est fourni par toutes ces machines, eh bien, on arrive à la conclusion que ça nous a tous transformés en Superman ou Iron Man, parce que ce parc de machines, avec sa nourriture qui lui est propre, a démultiplié la puissance humaine par un facteur de plusieurs centaines. Dit autrement, ce parc de machines que nous avons aujourd'hui autour de nous, il nous fournit le même travail que si la population mondiale était multipliée par 200. Alors déjà, à 8 milliards, on a un petit problème de place sur Terre. À 1600 milliards, vous imaginez bien que là, on aurait vraiment besoin de M. Elon Musk pour embarquer tout ce beau monde sur Mars. Non, c'est une blague, on n'ira jamais sur Mars. Ce que ça dit en termes économiques, cette affaire-là, alors ça, s'il y a des profs d'économie dans l'audience, ce que je vais dire va peut-être vous surprendre, mais ce que ça dit en termes économiques, c'est que si demain matin, en fait, c'est que c'est les machines qui produisent aujourd'hui sur Terre, ce n'est pas le conducteur routier qui transporte les marchandises, c'est le camion. Ce n'est pas l'équipage du navire qui transporte les marchandises, c'est le bateau. Ce n'est pas le personnel de ménage qui aspire, c'est l'aspirateur. Ce n'est pas la personne dans la voiture qui se déplace, c'est la voiture. Ce n'est pas l'ouvrier qui commande la presse à emboutir qui emboutit, c'est la presse à emboutir. Là, ce n'est pas l'ouvrier qui déroule la bille de bois, c'est la machine qui est. Là, ce n'est pas l'ouvrier qui transporte, c'est la machine qui transporte, etc. On m'a compris. En fait, nous sommes dans un monde de machines. C'est les machines qui produisent, c'est les machines qui lavent, c'est les machines qui transportent, qui chauffent, qui refroidissent, qui tréfilent, qui étirent, qui aplatissent, qui déforment, etc. Et nous ne sommes là que pour donner des ordres aux machines. Et comme les machines sont 200 fois plus puissantes que nous, une manière comme une autre d'illustrer ça, c'est de dire que si les machines disparaissaient de la Terre demain matin, s'il n'y avait plus d'énergie et plus de machines, eh bien, en gros, la production économique mondiale serait divisée par 200. Voilà. Le PIB serait divisé par 200. Ouf ! Bon. Donc là, vous comprenez que l'énergie pilote tout. Toutes les promesses électorales de tous les candidats et de toutes les candidates pour lesquelles nous allons voter, ce que j'espère que vous allez voter, dans une semaine, toutes reposent sur la disponibilité d'une forme ou d'une autre d'énergie
Et dès lors qu'il s'agit d'augmenter quoi que ce soit qui est un dérivé de la production économique, le pouvoir d'achat, l'industrialisation, qu'est-ce que je sais, ça revient à dire qu'on veut augmenter le parc de machines dont on bénéficie. Voilà, c'est exactement ça que ça veut dire. Donc là, vous comprenez qu'on a un tout petit sujet avec cette histoire énergétique. En France, il faut rappeler que l'essentiel des énergies que nous utilisons pour alimenter nos machines sont des énergies fossiles. Je vais cercler là toute l'énergie qu'on utilise en France qui alimente des machines selon le secteur où elles se trouvent. Donc ça, c'est des machines dans l'industrie, des machines qui transportent, etc. Eh bien, l'énergie qui est issue des combustibles fossiles que je viens de cercler là, vous voyez qu'elle domine dans l'énergie totale qui est utilisée en France pour alimenter des machines. Donc la France est, comme l'essentiel des pays occidentaux, un pays à très large dominante fossile et pas du tout un pays à dominante nucléaire, comme on l'entend parfois dans les journaux ou un peu trop souvent dans les journaux. Donc, l'histoire des 2 derniers siècles, qui a consisté à nous extraire des énergies renouvelables, j'insiste, c'est que nous avons des sources d'énergie déjà disponibles dans l'environnement, dont les combustibles fossiles. Toutes les sources disponibles dans l'environnement sont gratuites. La formation du vent ne coûte rien à personne, la formation du soleil ne coûte rien à personne, mais la formation du pétrole n'a rien coûté à personne. La formation des chutes d'eau n'a rien coûté à personne. La formation du bois ne coûte rien à personne. Voilà. Donc tout ça est gratuit. Toutes les ressources naturelles sont gratuites par convention. Et ces combustibles fossiles nous ont donné la possibilité, en actionnant des machines, de créer la totalité des produits que vous pouvez voir aujourd'hui autour de vous. Donc si vous regardez, par exemple, tous les produits qui sont sur l'écran derrière mon homologue de prénom, eh bien, vous ne verrez rien d'autre que des ressources transformées par des machines utilisant des combustibles fossiles. Tout ce que vous verrez chez vous du début de la journée à la fin de la journée, du début de l'année à la fin de l'année, du début de votre vie à la fin de votre vie, ça n'est rien d'autre que des produits, enfin des ressources naturelles, pardon, qui ont été transformées par des machines, essentiellement à combustible fossile. C'est ça qui nous entoure aujourd'hui, c'est ça que nous achetons, nos vêtements, notre nourriture, nos maisons, nos meubles, notre électronique, tous les jouets qu'on achète aux anniversaires et à Noël, l'excellent livre qu'on vous a recommandé au début de ce webinaire, tout ça, c'est des ressources qui ont été transformées par des machines à dominante fossile. Par exemple, la FNAC a été achalandée grâce à des camions. Le livre a été imprimé, enfin la pâte à papier a été faite avec du bois qui a été débardé par des engins de chantier qui utilisent des combustibles fossiles, etc. Enfin bon, bref, il y a partout, quoi. Cette profusion de machines, non seulement elle a créé plein de produits, mais elle a également créé le monde dans lequel nous vivons. Comme vous le savez, Jules Ferry, il n'a pas 2 siècles, et donc il y a 2 siècles, il n'y avait pas d'enseignement abondant pour tous. Il n'y avait pas de retraite, il y avait très peu de gens dans les villes, il n'y avait pas de mondialisation, il n'y avait pas de banlieue étalée, puisque de toute façon, il y avait très peu de gens dans les villes, il y avait un pouvoir d'achat qui était beaucoup plus faible. Tout ce que je viens d'évoquer, c'est une création de l'abondance énergétique. Tout. Donc l'énergie, ce n'est pas juste quelque chose, encore une fois, qui vaut trop cher quand Poutine fait n'importe quoi. C'est globalement ce qui, sur les 2 derniers siècles, a totalement structuré l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Totalement. C'est l'abondance énergétique et l'abondance de machines. On a l'habitude de compter ce qui se passe sur ce graphique uniquement avec la convention humaine qui est le PIB, mais en fait, on devrait d'abord compter ça en kilowattheures ou en joules. Et à ce moment, on aurait une vue totalement différente de la situation. Et en particulier, on comprendrait bien que ça ne peut pas grimper jusqu'au ciel, donc ça ne peut pas croître indéfiniment. Voilà. Dans les limites que nous allons rencontrer avec cette transformation sur une planète finie, il y en a un certain nombre. Donc, on peut rencontrer des limites sur le changement climatique, sur l'approvisionnement en combustibles fossiles, mais on va également rencontrer des limites sur les minerais, sur les sols disponibles, sur les ressources vivantes, sur exactement ça qu'avait modélisé l'équipe Meadows il y a maintenant 50 ans et qui a été diffusé sous le nom de rapport du Club de Rome. Il n'avait rien dit d'autre, M. Meadows. Il avait dit, dès lors qu'on regarde des flux physiques, ils ne peuvent pas croître indéfiniment dans un monde fini, pas possible. Et donc, la conclusion qu'on en tire, c'est que tant que le PIB est matériel, et en fait, il est matériel, eh ben, il ne peut pas croître indéfiniment non plus. Viendra un moment où son évolution structurelle, ça sera la contraction. Alors, inutile de vous dire qu'il n'y a pas le moindre début, de quart, de moitié de boîte à outils disponible dans la cervelle des économistes pour gérer cette époque-là. Parce qu'on postule que le PIB croît, parce que c'est la croissance, et puis c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où on s'est interdit d'explorer un domaine,
j'ai envie de dire par décision, hein, il est évident que quand cette époque surviendra, on sera un peu à poil pour la gérer, parce qu'on n'a absolument pas étudié à l'avance la façon de s'y prendre. En ce qui concerne le changement climatique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que je vais vous évoquer maintenant. À cause de la très longue durée de résidence du CO2 dans l'atmosphère, vous avez une correspondance linéaire quasi linéaire, entre la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère et l'élévation de température planétaire qu'on obtient derrière. Alors, à fin 2020, on a mis à peu près 2300 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et ça a engendré une élévation de température qui est un peu plus de 1 degré. Alors, à un peu plus de 1 degré, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 15% des coraux qui sont morts. On a déjà des températures à 50 degrés qui sont atteintes aux moyennes latitudes, hein, au Canada l'été dernier et en Sicile l'été dernier. On a déjà des sécheresses historiques qui commencent à se développer dans l'ouest des États-Unis, dans le sud de l'Europe. On a de plus en plus souvent la végétation qui débourre trop tôt et qui se fait tuer par le gel ensuite. C'est ce qui est très exactement en train de nous arriver en ce moment et qui est déjà arrivé très exactement à la même époque l'année dernière. On a des incendies titanesques qui se développent. On a la moitié des lacs turcs qui se sont asséchés. On a des émeutes qui commencent à se déclencher ici et là parce que la production agricole ou la disponibilité de matières premières agricoles est insuffisante et on n'en est pas très loin, à mon avis, en ce moment. Enfin, bon, bref, on commence déjà à voir qu'on a déjà des zones endémiques de maladies qui commencent à s'étendre. On a l'Amazonie qui n'est peut-être pas très loin d'un point de bascule où elle va se transformer en savane. Voilà, donc ça, c'est les petites plaisanteries qu'on a à 1,1 degré. Donc, inutile de vous dire que même les 1,5 à 2 degrés qui sont dans l'accord de Paris n'iront pas sans souffrance. Hein, quand on dit qu'on va limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés, il ne s'agit pas de dire que du coup, c'est pas très grave, il nous arrivera rien de très méchant. Non, non, déjà à 1,5 ou 2 degrés, il nous arrive des choses méchantes. À 2 degrés, par exemple, la totalité des coraux tropicaux sont morts, par exemple. Donc, on n'est pas en train de parler d'une plaisanterie. Dès à présent, à 1,1 degré, des épicéas et des hêtres commencent à mourir de manière significative en France. À 2 degrés, c'est une mortalité massive pour une bonne partie des espèces arborées françaises. À 2 degrés, le pourtour du bassin méditerranéen a perdu au moins 20% d'humidité des sols. Bon, bref, donc on n'est pas en train de parler d'une plaisanterie. Mais par contre, on est en train de parler d'une économie de guerre s'il s'agit de respecter cet objectif. Car si on veut limiter la hausse de température à 1,5 degré, ça veut dire que d'ici à 2100, il ne faut pas émettre plus de 3 000 milliards de tonnes de CO2, dont 2 300 ont déjà été émises. Donc, il nous en resterait 700 à émettre mondialement, hein. C'est-à-dire un petit tiers de ce qui a déjà été émis depuis 1850 et en pratique essentiellement depuis 1945. Hein, essentiellement depuis 1945. Avec une population qui était sur la période de 1945 à maintenant, en moyenne 2,5 fois moins nombreuse qu'aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'avec une population en moyenne 2,5 fois plus nombreuse sur cette période-là, il faut émettre au total 3 fois moins. Donc, ça veut dire qu'en gros, sur cette période-là, un être humain, sur les 80 ans qui sont là, il peut émettre en gros le 8e de ce qu'un être humain a émis sur les 80 ans qui ont précédé. Je vais vous le dire autrement, un bébé qui naît aujourd'hui, il a le droit, sa vie durant, à supposer qu'il meurt à 80 ans, ce qui n'est pas du tout garanti vu la manière dont le monde évolue, eh bien, il a le droit, sa vie durant, d'émettre le 8e de ce que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont émis leur vie durant pendant les 80 ans de leur existence, alors même que les grands-parents sont nés à une époque où il n'y avait pas de voiture pour tous, loin s'en faut, où il n'y avait pas la télé et où l'avion n'existait pas. Je vais le dire autrement, 2 degrés, juste après je vais dire autrement. 2 degrés, il faudrait se limiter à 3 500 milliards de tonnes, et là, ça veut dire en gros que l'enfant qui naît aujourd'hui, il a plutôt droit au 5e de ce que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eu droit leur vie durant. Mais ça veut aussi dire que les émissions doivent être divisées par au moins 3 entre 2030 et 2050, ce qui veut dire qu'à partir de demain matin, elles devraient, à l'échelle planétaire, baisser de 5% par an. Alors 5%, je vous donne au moins 2 années où on a eu une baisse de 5% des émissions planétaires. C'est 2020, avec le premier confinement et le ralentissement mondial de l'économie, ou 1945, qui est l'année où on a éradiqué le Japon et l'Allemagne comme nation industrielle. Donc voilà 2 années où les émissions ont baissé de 5%. Eh bien, il faudrait répéter cette baisse tous les ans, donc baisser les émissions de 5% tous les ans sur les 30 ans qui viennent, si on veut tenir les 2 degrés.
Donc là, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi j'ai utilisé l'expression économie de guerre. C'est évident qu'on ne va pas s'en sortir sans quelque chose qui est une planification extrêmement musclée de l'économie. Et par ailleurs, il est extrêmement peu probable, vu ce qui a fait la croissance économique des 19e et 20e siècles, c'est-à-dire les combustibles fossiles, qu'une baisse aussi rapide des émissions soit compatible avec une croissance économique quelle qu'elle soit. C'est extrêmement peu probable. Alors, il y a une voiture-balai, même si on ne veut pas de cette baisse pour des causes climatiques, qui est la disponibilité en combustibles fossiles. Là, vous avez un document qui a été émis par l'Agence internationale de l'énergie en 2018, comme vous pouvez le voir, et qui rappelle qu'en 2008, donc 10 ans avant, la production mondiale de pétrole, hors pétrole dit de schiste, qu'en anglais on appelle shale oil ou tight oil, ça dépend c'est la même chose. Hors sable bitumineux, au Canada, eh bien, l'ensemble de la production de pétrole est passé par un maximum en 2008 et s'est mise à décliner depuis. Ce qui veut dire qu'en Europe, nous allons avoir une décrue pétrolière. En fait, elle a commencé depuis 2008, la décrue pétrolière européenne, c'est-à-dire la décrue d'approvisionnement en Europe, et elle va s'amplifier à l'avenir. Selon les estimations du Ship Project, la production de la quasi-totalité des pays dans le monde, hors Brésil et Canada, devrait être divisée par 2 entre 2020 et 2050. Et comme l'Europe, l'Union européenne importe 95% de son pétrole, ça veut dire que la quantité de pétrole dont nous pouvons disposer en Europe, elle va être divisée par 2 à 10, parce que bien évidemment, les pays producteurs, ils vont commencer par garder le pétrole pour leur propre population avant de l'exporter chez nous. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, on va devoir décarboner. Et ce que nous pensons au Ship Project, c'est qu'il vaut mieux s'y prendre, nous, maintenant, volontairement, avec les forces qui nous restent encore, que d'attendre que les choses se passent toutes seules. Alors, la philosophie générale du plan de transformation de l'économie française, c'est quoi? C'est de considérer que l'économie, en fait, on peut la voir comme un système physique, avec ce que je vous ai raconté. Donc, on peut évidemment la mesurer en euros, mais en fait, c'est essentiellement d'abord un système physique. C'est quoi le système physique économique? Eh bien, c'est des matières premières qui sont disponibles gratuitement sur Terre. Le minerai de fer est disponible gratuitement, on n'a rien payé pour ça. Le minerai de cuivre est disponible gratuitement pour ça, gratuitement sur Terre, pardon. De même pour le vanadium, le tungstène, le tantal, le chrome, etc. Le pétrole est disponible gratuitement, donc on a de l'énergie disponible gratuitement, de même que le gaz, de même que le charbon, de même que l'uranium, de même que les chutes d'eau. Et toutes ces ressources qui sont gratuites, on va les utiliser pour en faire des ressources transformées qui sont les produits et services que nous utilisons. Alors, vous allez me dire, les services, ce n'est pas matériel. Mais si, les services sont parfaitement matériels. Regardez le webinaire que nous sommes en train de faire en ce moment. On ne pourrait pas le faire si je n'avais pas d'ordinateur, qui est parfaitement matériel. On ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas un réseau de télécommunications entre mon ordinateur et celui de chacun des destinataires de ce webinaire. On ne pourrait pas le faire, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, si vous n'étiez pas à l'intérieur des bâtiments. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui sont en train de suivre ce webinaire tout nus à l'extérieur. Parce qu'en ce moment même, vous êtes également habillés, donc vous disposez de biens, c'est-à-dire des vêtements. Donc, si vous étiez tout nu dehors, vous seriez en train de grelotter de froid. Et même si vous aviez un ordinateur, je ne pense pas que vous auriez le cœur à suivre ce webinaire. Donc, vous voyez bien qu'un service d'enseignement, par exemple, ça demande des bâtiments, ça demande des véhicules pour que les gens viennent le matin, ça demande des biens matériels, des ordinateurs, le moins possible, des livres, un tableau noir, de la craie, qu'est-ce que je sais, des paillasses pour faire des expériences de physique. Donc, ça demande des biens matériels, ça demande qu'on nourrisse les élèves à midi, enfin, ça demande des biens matériels. Il n'existe pas de service dématérialisé. Ça n'existe pas, en fait. Quand vous regardez bien, les services dématérialisés, ça n'existe pas. Toute activité de service a un substrat physique. N'importe laquelle. Aller au cinéma, avoir un paiement par la banque, voilà. Tout ça repose aussi sur des flux physiques. Donc, l'économie, c'est d'abord des flux physiques avant d'être une convention monétaire. On aurait très bien pu décider que la convention monétaire était parfaitement différente sur la manière dont on l'applique. Par exemple, une des choses qu'on aurait pu décider, qu'on ne fait pas dans la convention monétaire, c'est qu'on aurait pu dire que dès lors qu'on utilise une ressource non renouvelable, eh bien, on met quelque part dans la formation des prix une dotation aux amortissements pour l'utilisation de ressources non renouvelables. On aurait pu mettre dans la formation des prix que dès lors qu'on perturbe l'environnement en ayant une activité productive, on met quelque part dans la formation des prix des provisions pour risque, pour dommages futurs.
Voilà deux choses qu'on ne fait pas dans la convention humaine et qu'on aurait très bien pu faire. Donc, les prix sont totalement conventionnels. Par contre, les flux physiques qui régissent l'activité productive, eux, on est capable de les décrire de manière normative. On est capable de les quantifier avec des kilowattheures. Donc, dans le plan de transformation de l'économie française, on part de ces flux physiques et c'est ces flux physiques qu'on essaye de regarder, dont on regarde la déformation, dans un monde dans lequel il faut respecter la baisse de 5% des émissions par an. C'est ça que nous avons fait. Alors, la deuxième chose importante que nous avons fait, c'est que l'emploi, nous l'avons regardé sous l'angle de, pour organiser ces flux physiques, on a aujourd'hui un certain nombre de gens qui font ce qu'on appelle un travail, un emploi pour organiser ces flux physiques, et on a regardé comment se déformaient les organisateurs des flux physiques, les êtres humains organisateurs des flux physiques, c'est ça qu'on appelle l'emploi, dans le monde qui se transforme. À ce stade, on n'a pas parlé d'argent. Donc, on n'a pas dit combien on allait payer un agriculteur plutôt qu'un conducteur de bus, plutôt que quelqu'un qui répare des vélos, plutôt que quelqu'un qui fabrique des voitures. Ça, on n'en a pas parlé. On a juste dit, compte tenu de la façon dont le travail est physiquement organisé, dans le monde qui se déforme, on pense qu'on a besoin de moins en moins de producteurs de voitures, ça en fait tant en moins, qu'on a besoin de plus en plus de gens pour vendre et entretenir des vélos, ça fait, y compris électriques, évidemment, ça fait tant d'emplois en plus, qu'on a besoin de plus en plus de monde dans le secteur agricole pour faire ceci et cela, et ça fait tant d'emplois en plus, qu'on a besoin de moins de monde dans le secteur aérien parce qu'on fait voler moins d'avions, ça fait tant d'emplois en moins, etc. À ce stade, encore une fois, on ne parle pas d'argent, on ne dit pas combien on paye les gens, on a juste regardé de combien de personnes on avait besoin au départ et à l'arrivée pour que le système flotte, pour que le système puisse être opéré. Et la deuxième chose importante qu'on a faite, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle des bouclages. Alors, c'est quoi un bouclage? C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le monde infini. Dans un monde infini, si j'ai besoin d'une ressource, je suppose qu'elle sera disponible, et ce qui veut dire que je suppose que le fait que j'ai besoin de la ressource ne va pas rentrer en concurrence, ou pas de manière massive, avec le besoin de la même ressource que pourrait avoir quelqu'un d'autre. Et dans un monde en croissance, on peut raisonner comme ça, puisqu'effectivement, dans un monde en croissance, l'espace que je prends moi n'empêche pas quelqu'un d'autre de prendre aussi plus d'espace. Dans un monde en croissance, ça ne pose pas de problème. Dans un monde stable ou en contraction, dès lors que moi, je prends une ressource, il y a un effet d'éviction pour quelqu'un. Et donc, pour comprendre si le plan d'ensemble qu'on a, il flotte, c'est-à-dire si on n'a pas alloué des ressources qui n'existent pas aux divers secteurs de l'économie, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un bouclage. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez l'aviation qui dit « Moi, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir continuer à faire voler plein d'avions avec ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire des carburants soutenables issus de la biomasse. Pour ça, il faut qu'on ait de la biomasse, donc il faut qu'on ait des hectares. » Dans le même temps, les constructeurs de bâtiments vous disent « Effectivement, le béton, ça pue, ça pollue, donc on va arrêter d'utiliser du béton, on va construire en bois. Le bois, ça pousse, ça demande des hectares. » Dans le même temps, il y a les conducteurs automobiles qui disent « Laissez-moi acheter des SUV parce que bientôt, on va mettre dedans des agrocarburants qui sont issus de cultures énergétiques. Les cultures énergétiques, ça demande des hectares. » Puis, dans le même temps, vous avez la population qui dit « La biodiversité, il faut la préserver, il faut foutre la paix à la nature. Donc, foutre la paix à la nature, ça demande des hectares. » Et enfin, tout à fait à la fin, vous avez des gens qui disent « Je voudrais des matériaux pour faire de la chimie sans pétrole, et donc je voudrais de la biomasse pour faire de la chimie organique, et cette biomasse demande des hectares. » Eh bien, quand vous mettez bout à bout les hectares qui sont nécessaires pour faire la biomasse pour les chimistes, l'énergie pour les automobilistes, l'énergie pour les avionneurs, le bois pour les constructeurs, etc., eh bien, vous vous rendez compte qu'à l'arrivée, ça ne boucle pas. C'est-à-dire que la somme des revendications de la totalité des gens qui disent « nous allons devenir soutenables » excède en fait la capacité des sols de la planète à fournir pour tout le monde. Eh bien, dans le plan de transformation de l'économie française, on a traité ces effets d'éviction, c'est-à-dire qu'on a bouclé le système, quelque chose qui en pratique n'est jamais fait quand on raisonne par les prix. Quand on raisonne par les prix, c'est impossible de faire un bouclage physique par construction. Ça ne peut pas être fait. Donc, si on veut regarder si on n'est pas en train de faire un pari qui est quelque chose qui est irréalisable, on est obligé de revenir à l'économie concrète, à l'économie physique. On ne peut pas opérer ce bouclage simplement en restant au niveau des prix. Ça ne marche pas, c'est juste pas fait pour ça. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques rapides exemples. On pourra revenir sur le système énergétique derrière, mais quelques rapides exemples. Alors, je vais commencer par la construction. Dans le domaine de la construction, voilà une conclusion du plan de transformation de l'économie française. On constate, quand on regarde la formation de nouveaux ménages que nous avons en France, qu'aujourd'hui, on en a 250 000 par an, des nouveaux ménages qui se forment, et on construit 400 000 logements par an. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est ça, c'est sous-optimal. Ça veut dire qu'on utilise beaucoup trop de ressources
juste pour avoir le plaisir de ne pas s'imposer de contraintes, qui est on essaye autant de faire se peut que de se loger là où il y a déjà des logements et pas de se loger là où on a envie de se loger et d'y construire des logements. Ça veut dire que s'il y a des logements disponibles à Brive-la-Gaillarde, eh ben, il vaut mieux essayer de trouver des gens qui ont envie d'aller habiter à Brive-la-Gaillarde plutôt que de se dire non, non, tout le monde a envie d'habiter en banlieue parisienne, donc on laisse des logements vides à Brive-la-Gaillarde et puis on construit encore plus de logements en banlieue parisienne. Voilà. On se dit il vaut mieux renverser parce que sinon, on ne va pas y arriver en termes de ressources. Et donc, dans la construction neuve, dans le plan de transformation de l'économie française, on baisse progressivement le flux de construction neuve jusqu'à 250 000 logements par an, au lieu de le laisser à 400 000 comme aujourd'hui. Et ça permet de faire ce qu'on appelle de la sobriété. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on rénove. Donc là, vous voyez ce qu'on a coutume d'appeler les étiquettes énergie, ce qui en gros, c'est la déperdition énergétique de l'enveloppe, quand c'est bien fichu. C'est ça que ça mesure. Et ce qu'on dit, c'est que les habitations là, qui vont de E à I, dont GHI, là, c'est vraiment des grosses passoires énergétiques, eh bien, progressivement, on les sort du parc, on les supprime et on se retrouve à l'arrivée avec juste des logements qui sont abaissés, c'est-à-dire des logements raisonnablement efficaces en termes de déperdition énergétique. On change le vecteur énergétique. On avait essentiellement des vecteurs fossiles aujourd'hui. Donc là, vous voyez, ça c'est le fioul, ça c'est le gaz, ça c'est deux modes de chauffage qui sont fossiles. Ici, vous avez l'électrique, qu'on appelle le joule. J'ai vu passer ce matin sur LinkedIn des posts disant à la suite de l'appel de RTE à consommer moins d'électricité, on a baissé la consommation électrique et on rappelle que l'essentiel des logements en France sont chauffés à l'électricité. Ben oui, ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est la partie électrique du chauffage et ça, c'est la partie fossile. Vous voyez que c'est la partie fossile qui domine. Donc, on sort la partie fossile. Dans l'industrie, ce qu'on fait, autre exemple, on s'est attaqué aux 3/4 des émissions qui sont liées à la chimie de base, à la métallurgie, c'est-à-dire l'acier, et au ciment, matériaux de construction essentiellement. Et c'est ce qui est une autre manière de dire, c'est comme ça qu'on s'en sort et donc on va fabriquer moins d'objets. Alors, on fabrique un peu moins de logements. Nécessairement, ça permet de baisser cette partie-là avant toute innovation technique. Ça permet également de baisser cette partie-là avant toute innovation technique, puisque 40% de l'acier sert à la construction. Ça permet aussi de baisser cette partie-là, puisqu'une partie du plastique sert à la construction, avant toute innovation technique. Bon, ça, je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Et enfin, je vais finir par l'emploi. Donc, l'emploi, c'est voilà un exemple de la manière dont se déforme l'emploi tel qu'on voit la chose dans le plan de transformation de l'économie française sur 4 secteurs qu'on a regardés de très près, qui sont l'agriculture et l'agroalimentaire, la construction, donc habitat, construction, rénovation, la fabrication de moyens de transport, l'industrie de la mobilité, et les services de transport. Donc là, vous voyez 4 secteurs. Ça ne veut pas dire que dans les autres secteurs, il ne va rien se passer, mais il y a des secteurs dans lesquels on n'est pas capable d'évaluer la déformation de l'emploi. Et il y en a un dans lequel on n'est pas capable, du reste, c'est l'enseignement. Si dans le monde de demain, on a besoin de plus de gens qui suivent une formation pour apprendre à faire pousser des choses et moins de gens qui suivent des formations pour l'industrie mondialisée, on aura besoin de moins de profs d'anglais et de plus de profs d'agriculture. Et bien évidemment, on ne transforme pas un prof d'anglais en prof d'agriculture. C'est un truc qui n'existe pas. Donc là, ce qu'on s'est dit, nous, dans le cadre du PTEF, c'est qu'on ne voit pas de raison pour qu'il y ait globalement moins d'enseignants ou plus d'enseignants. On n'en sait rien. Ce qui est absolument certain, c'est qu'au sein même de l'enseignement, il faudra changer les disciplines. Donc, il va y avoir des entrées et des sorties dans l'emploi parce que les reconversions sont très difficiles au niveau de l'enseignement. Et du reste, c'est un sujet. Si c'était plus facile de faire des reconversions, ça serait probablement une facilité dans le monde qui nous attend. Voilà, alors juste rapidement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des évolutions nécessaires qui vont détruire de l'emploi un petit peu dans l'agriculture, un peu dans les matériaux de base, dans la construction, parce qu'on va moins construire en neuf, dans l'industrie automobile, on a moins. Mais par ailleurs, il y a des secteurs dans lesquels on va rajouter, donc dans le fret aussi un peu, dans le système vélo, dans le fret électrique, dans le train, là à nouveau dans le système vélo, dans l'énergie et dans l'agriculture et l'agroalimentaire artisanal. Donc en gros, les gens qui fabriquent leur fromage eux-mêmes au lieu de vendre le lait à une coopérative, ou les gens qui fabriquent leur pain eux-mêmes au lieu de vendre les céréales à une coopérative. C'est ce genre d'emploi. Voilà, je m'arrête là pour l'initial. Alors maintenant, dans cette affaire-là, si on parle d'énergie, pour revenir à la question initialement posée,
Comment se déforme le système énergétique? Alors d'abord, vous avez compris que le système énergétique, il est en France essentiellement fossile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. L'essentiel de ce qui alimente les machines, c'est du fossile. On sort tout le fossile d'ici à 2050. Donc, dans notre plan de transformation, c'est un plan pour se débarrasser du fossile. Ça veut dire que d'ici à 2050, il n'y a quasiment plus de carburant liquide et de carburant gazeux, car nous ne comptons pas sur la biomasse, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la concurrence d'usage des sols, pour substituer les énergies fossiles pour faire des vecteurs gazeux ou liquides. Ce qui veut dire que le vecteur essentiel en 2050 est un vecteur électrique. On procède par élimination, en gros, hein. C'est comme ça qu'on fait dans le système énergétique. Donc, ce qu'on dit, c'est que la surface, on en aura besoin pour le matériau, on en aura besoin donc à la fois pour la construction et pour la chimie. On en aura besoin pour manger, parce qu'on va avoir une agriculture qui sera moins productive. Le changement climatique va attaquer les rendements, va faire baisser les rendements. Et par ailleurs, l'agriculture que nous avons aujourd'hui est essentiellement une agriculture minière. Les rendements, par exemple, ont été multipliés par un facteur 5 sur les grandes cultures entre 1945 et 1975 à cause des combustibles fossiles. Les tracteurs et les engrais azotés qui sont faits avec du gaz fossile et les phytosanitaires qui sont issus de la chimie organique et les engrais potassiques et phosphatiques qui viennent de mines et qui sont extraits et transportés jusqu'en France avec des combustibles fossiles par bateau et par camion. Donc aujourd'hui, ce qui alimente les champs, c'est des mines, des gisements de gaz, des gisements de pétrole et des mines de fer pour les tracteurs et des mines de potasse et de phosphate. Donc notre agriculture, elle est essentiellement minière, elle n'est pas du tout renouvelable aujourd'hui, notre agriculture, et elle n'est pas du tout durable. Ce que nous pensons, c'est que quand on va essayer de durabiliser l'agriculture, ça va augmenter les surfaces à production identique. Ou ça va baisser les productions à surface identique, prenez-le comme vous voulez. Donc, le système énergétique, on ne compte pas sur les surfaces pour nous fournir des vecteurs gazeux ou liquides en grande quantité. On en met un peu dans des usages qui sont très difficilement substituables. Donc, on garde quelques avions qui fonctionnent avec des agrocarburants et on garde de la mécanisation agricole qui fonctionne avec du biogaz. On supprime le réseau de gaz. On remplace les chaudières à gaz et à fioul. On remplace les chaudières à gaz et à fioul par de l'isolation et des pompes à chaleur. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. On baisse la consommation d'énergie de l'industrie via de la sobriété d'une part et via des améliorations technologiques d'autre part. Et on a un besoin de production électrique qui est, même dans un monde devenu considérablement plus sobre, supérieur à la production actuelle. Et alors c'est là qu'on tombe sur un os, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a aucun pari que nous sommes sûrs de gagner dans le système électrique. Aucun. Le système électrique actuel, il est composé en France d'une base de réacteurs nucléaires auxquels nous avons rajouté des moyens de pointe qui sont soit renouvelables, les barrages hydroélectriques, soit fossiles, les centrales à gaz et à charbon. Alors, charbon, on n'en a plus beaucoup, les centrales à gaz, on en a encore. Et des énergies nouvelles renouvelables qui sont en pratique surtout dites fatales, c'est-à-dire qu'elles arrivent quand les éléments extérieurs l'ont décidé, donc non pilotables et intermittentes. Alors intermittentes, ça veut dire que ça ne produit pas tout le temps pareil, et elles sont non pilotables, ça veut dire que le pas tout le temps pareil, il ne dépend pas de nous, il dépend des éléments extérieurs. Ces nouvelles énergies renouvelables exploitent des sources qui sont beaucoup plus diffuses que les énergies fossiles ou fissiles qui sont très concentrées. Le vent est diffus et l'énergie solaire, c'est diffus. Ça veut dire que les collecteurs de ces énergies doivent être disposés en très grande quantité si nous voulons disposer de grandes quantités d'énergie. Et ça va demander des emplacements et surtout beaucoup de métal et de matériaux. Vous avez pour certains métaux des dizaines de fois plus de métal consommé par kilowattheure pour le solaire, par exemple, que pour une source électrique concentrée, que ce soit du charbon, du gaz ou du nucléaire. Vous avez besoin de faire un système qui est beaucoup plus sophistiqué parce que comme la source, quand elle est fluctuante, alors que la consommation l'est moins, aujourd'hui, le pacte social que nous avons passé avec l'ensemble des consommateurs, c'est que l'électricité est disponible à la demande. On n'a pas dit ce webinaire qui est programmé depuis 2 mois, il aura lieu s'il y a du vent. Il a lieu quand il est programmé. Les cours avec vos élèves, ils ont lieu quand ils sont programmés et pas s'il y a du vent. Du reste, les parents d'élèves, ils vont au travail quand c'est programmé et pas quand il y a du vent.
La livraison, elle a lieu quand c'est programmé et pas quand il y a du vent. La chaîne de l'usine se met en route quand c'est programmé et pas quand il y a du vent. Le bateau part du port quand c'est programmé et pas quand il y a du vent, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons bâti un système où le contrat social avec les gens qui en bénéficient, c'est que le système est pilotable. Et tout est assis sur des horaires. On n'est pas comme dans l'ancien temps où la farine a été moulue s'il y avait du vent, puis s'il n'y avait pas de vent, elle n'était pas moulue. Alors, la farine, ce n'est pas grave parce qu'on peut la stocker. L'électricité se stocke très mal en tant que telle. Elle ne se stocke pas du tout en tant que telle, puisque c'est un électron en mouvement dans du métal, et elle se stocke sous d'autres formes. Il faut la convertir dans une autre forme d'énergie, et les conversions sont objets de pertes significatives, et donc ça se stocke mal, l'électricité. Donc, si on prend aujourd'hui, parti comme nous sommes, le pari du nucléaire d'en rajouter, c'est-à-dire de reconstruire le parc et d'en rajouter, on risque de buter sur une barrière de temporalité et de compétence. La barrière de temporalité, c'est comme on n'a pas le sentiment d'urgence. On ne se dit pas dès aujourd'hui, bon, on va faire sauter les débats publics préalables parce que c'est une perte de temps, ce n'est pas nécessaire pour construire des centrales. Quand on est en économie de guerre, on ne fait pas un débat public préalable pour savoir si on part à l'offensive sur l'ennemi. Les Ukrainiens, en ce moment, ils ne font pas des conventions citoyennes pour savoir s'ils vont aller taper sur les Russes. Donc, quand on se sent vraiment dans une situation d'urgence, il y a tout un tas de trucs qu'on fait sauter. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout mentalement à faire sauter. Si vous demandez demain matin aux Français est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on supprime les débats publics qui précèdent la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je ne suis pas sûr que vous allez obtenir une large majorité. Ce qui est une autre manière de considérer que les gens n'ont pas aujourd'hui un sentiment d'urgence qui est suffisant pour qu'on se mette à faire les choses à une vitesse à laquelle il faudrait les faire pour qu'on dispose de cette quantité d'énergie décarbonée à la bonne quantité au bon moment. Donc, le pari du nucléaire, il risque de buter sur un problème dit d'acceptabilité et sur une barrière de compétence. Compétence pour faire et compétence pour intelligemment réglementer la manière de faire. C'est ça la barrière. Et les nouvelles énergies renouvelables risquent de buter sur des barrières de matériaux, des barrières de complexité du système, parce qu'il faut être capable de stocker en très grande quantité et c'est probablement au-delà de ce qu'on saura faire et de ce qu'on pourra faire. Parce qu'on ne peut pas stocker sur batterie, il n'y a pas assez de métal disponible sur Terre. On ne peut pas stocker avec du gaz parce que les pertes au moment de la conversion en gaz sont beaucoup trop importantes et il faudrait un parc de production monstrueux. En gros, il faut le doubler rien que pour être capable d'encaisser les pertes dues au stockage. On risque de buter sur une barrière d'acceptabilité parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont à vue d'une éolienne et ils ne trouvent pas ça drôle. On risque de buter sur des barrières d'interconnexion parce que même avec du stockage en quantité significative, il faut aussi pouvoir compter sur les voisins faut aussi pouvoir compter sur les voisins quand il n'y a pas assez de soleil et de vent chez nous. Or, il se trouve que ça veut dire qu'il faut être sûr que les voisins vont faire un truc qui sera bon pour nous et pas juste bon pour eux. Donc, c'est aussi un pari. Bref, si on part sur les nouvelles énergies renouvelables, il y a tout un tas de paris aussi qu'on prend et on n'est pas sûr de le gagner. Dans les paris qu'on prend, vous en avez un autre, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, la totalité des panneaux solaires sont faits en Chine, enfin 95%. Donc, compter sur les nouvelles énergies renouvelables, c'est compter sur une mondialisation qui perdure, paradoxalement. Attendez, pardon, je suis désolé. Excusez-moi, c'est compter sur une mondialisation qui perdure et donc c'est compter aussi paradoxalement sur des porte-conteneurs, de l'aviation, etc. pour avoir des panneaux solaires chez nous. En France, nous n'avons plus une seule mine métallique. Donc, quel que soit le mode de production énergétique qu'on utilise, on a de toute façon besoin des métaux des autres. Donc, l'idée qu'on va faire un système indépendant du reste du monde, ça n'existe pas. Il va falloir choisir sa dépendance. Voilà. Donc, au Shift Project, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on pense pertinent, c'est de garder le plus longtemps possible le parc de réacteurs que nous avons déjà, de construire, de garder les modes ENR qu'on a déjà, là, on les garde. À court terme, éventuellement d'en rajouter un peu, parce que ça ne mange pas de pain. Et puis, de toute façon, c'est la seule chose qu'on puisse faire dans les 10 ans qui viennent, parce qu'on n'aura pas le temps de construire d'autres réacteurs. Mais par contre, pour 30 à 40% de l'électricité qui reste à produire d'ici à 2050, nous, on met un gros point d'interrogation en disant, pour le moment, il n'y a pas de construction qui soit totalement opposable et dont on soit sûr que c'est le moindre risque
qu'on puisse proposer en notre âme et conscience. Voilà. Et en particulier, l'idée qu'on va faire ça avec des ENR, nous on dit non, c'est plein de risques. Enfin, peut-être qu'on va le faire, mais l'idée de dire c'est évidemment ça qu'il faut faire et c'est très simple et ça va se passer comme sur des roulettes, nous on dit c'est pas du tout sûr et on pense que c'est pas nécessairement l'option avec le moindre risque de partir dans cette direction. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il est urgent d'instruire le dossier et de finir de l'instruire et en particulier de le stress tester, c'est-à-dire de le passer sans parti pris à la moulinette de tout un tas de risques, dont des ruptures de mondialisation accrues en cascade. Là, on en a déjà eu deux récemment, des ruptures de mondialisation. On a eu le Covid, et là, on a une deuxième petite rupture de mondialisation qui est l'Ukraine, et c'est que le début de la série. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le plan pour l'avenir, il supporte des ruptures de mondialisation en quantité croissante. Et aujourd'hui, le plan de déploiement ENR, il n'est pas étanche à ce genre de risque, pas du tout. Voilà pour l'énergie. Donc, essentiellement de l'électricité, plus de gaz, quasiment plus de pétrole, plus de charbon, évidemment, et dans l'électricité, une part aussi importante que possible de nucléaire, on va dire, le reste restant à instruire. Alors, il y a évidemment beaucoup de questions dans le chat. Et la dernière, puisqu'on parle de nucléaire et de nouvelles sources, alors pas de nouvelles sources d'énergie quand on parle du nucléaire, mais de sources d'énergie un peu plus, pardon, excusez-moi, un peu plus originales et dont on parle beaucoup. Plan de relance d'ailleurs, il fait une large part en ce moment, c'est l'hydrogène. Quelle analyse sur l'hydrogène ? Alors, l'analyse qu'on fait sur l'hydrogène, c'est que l'hydrogène n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique. J'ai dit tout à l'heure, la loi de conservation de l'énergie interdit de faire autre chose que de prendre dans l'environnement une source qui existe déjà et de l'utiliser à notre profit. Or, dans l'environnement, il n'existe pas de source d'hydrogène natif en quantité significative. Il y en a un tout petit peu de temps en temps qui s'échappe du sous-sol, mais enfin, quand on regarde les ordres de grandeur, c'est juste ça ou rien par rapport à ce qu'on utilise, c'est pareil. Donc, l'hydrogène, si on veut s'en servir, il faut pouvoir le fabriquer à partir d'une autre énergie. Alors, aujourd'hui, on sait très bien faire ça. On extrait l'hydrogène des hydrocarbures, gaz, pétrole, charbon, avec ce qu'on appelle du réformage à la vapeur. Donc, on mélange un hydrocarbure, pétrole, gaz, charbon, c'est particulièrement efficace avec du gaz, avec de la vapeur d'eau. On chauffe très fort. Et dans cette affaire-là, le carbone des hydrocarbures s'associe avec l'oxygène de la vapeur d'eau, fait du CO2 qui part dans l'atmosphère. Et d'un côté comme de l'autre, on libère l'hydrogène qui se retrouve disponible. Quand on fait ça avec du méthane, donc du gaz naturel, c'est 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène. Et quand on fait ça avec du charbon, ça monte à 30. Donc, on sait très bien faire de l'hydrogène aujourd'hui. Et le problème, c'est que ça ne résout absolument pas le problème climatique, puisque ça crache du CO2 à n'en plus pouvoir. Une voiture à hydrogène aujourd'hui, avec de l'hydrogène fait de la manière que je viens d'évoquer, elle émet plus de CO2 qu'une voiture à pétrole. Et même si je fais l'hydrogène par électrolyse, avec de l'électricité allemande, ça fait encore plus de CO2 qu'une voiture à pétrole. Donc, la seule manière d'obtenir de l'hydrogène de façon décarbonée, c'est de l'électrolyser avec de l'électricité elle-même décarbonée. Ce qu'on voit dans le PTEF comme usage pour l'hydrogène, ça n'est que deux usages de sources fixes industrielles. Aujourd'hui, la moitié de l'hydrogène produit dans le monde sert à fabriquer des engrais azotés. En fait, j'ai dit tout à l'heure que les engrais, on les faisait avec du gaz. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par déshabiller le méthane de son hydrogène. Donc, on récupère l'hydrogène, comme je viens de l'évoquer. Ensuite, on associe cet hydrogène avec l'azote de l'air pour faire de l'ammoniac. Et cet ammoniac est ensuite utilisé dans la chimie des engrais pour faire de l'urée, des ammonitrates, etc. Cet hydrogène, on peut le produire de manière décarbonée avec de l'électricité décarbonée. Parce que nous pensons que même avec une agriculture qui va devenir moins consommatrice d'engrais de synthèse, enfin qui doit plus exactement dans le PTEF devenir moins consommatrice d'engrais de synthèse, on va encore avoir besoin d'engrais quand même pendant un certain temps. Il n'y aura pas assez de vaches, veaux, cochons et de chevaux pour aller faire caca dans les champs, pour fertiliser tout ça. Donc, on va avoir besoin d'engrais de synthèse et on propose de faire de l'hydrogène décarboné pour fabriquer une partie de ces engrais. Enfin, pour fabriquer ces engrais, plus exactement. En France, aujourd'hui, on importe la moitié des engrais qu'on utilise. Donc, même si on divise la quantité d'engrais qu'on utilise par 3, je ne sais plus exactement à combien c'est dans le PTEF, mais enfin, c'est une division par quelque chose. Eh bien, et si on supprime les importations, on voit qu'il nous en reste quand même un peu à fabriquer. Et donc, ça, on utilise de l'hydrogène pour ça.
L'autre utilisation de l'hydrogène aujourd'hui dans le monde, c'est la désulfuration des carburants automobiles. Mais comme nous, on supprime les carburants automobiles, celui-là, on n'en a pas besoin. Par contre, on aurait besoin d'hydrogène pour obtenir de l'acier, car nous sommes non seulement dans la civilisation des combustibles fossiles, mais nous sommes aussi dans la civilisation de l'acier. Il se trouve que l'acier, on en a aujourd'hui absolument partout. On en a dans les armatures des fauteuils sur lesquels nous sommes assis, on en a dans les armatures des logements dans lesquels nous sommes, on en a dans tous les objets qu'on trouve dans une cuisine, on en a dans tous les objets de transport, on en a dans les vêtements, on en a, enfin bref, on en a absolument partout. Et donc cet acier, on a besoin de le fabriquer avec du minerai de fer. Le minerai de fer est un oxyde, l'oxyde de fer. Et pour récupérer le fer, on a besoin d'enlever l'oxygène. C'est ce qu'on appelle une réduction. Et enlever l'oxygène aujourd'hui, c'est fait avec du charbon. Donc, on mélange le minerai de fer avec du coke dans un haut fourneau. Et on pourrait faire le même genre d'opération avec de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on enlèverait l'oxygène de l'oxyde de fer avec de l'hydrogène. Du coup, ça ne fait que de la vapeur d'eau. C'est évidemment un procédé technique totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui dans le haut fourneau. Et c'est un procédé qui commence à être opéré de manière expérimentale. Les Suédois ont déjà produit de l'acier de cette manière et Arcelor a un gros plan d'investissement à Dunkerque pour faire la même chose. Alors, pour donner une idée de la quantité d'électricité qu'il faut pour produire l'hydrogène décarboné, pour opérer ce genre de procédé, pour remplacer un haut fourneau, je crois qu'à Dunkerque, ils en ont 3, Arcelor, il faut un réacteur nucléaire pour produire l'hydrogène en continu pour alimenter le processus. Donc, vous voyez, on ne va pas y arriver. Là, on ne va pas faire ça avec 3 panneaux solaires. Donc, on est en train de parler de quantité d'hydrogène considérable. Nous ne voyons pas d'utilité à utiliser l'hydrogène dans les transports. C'est mal commode. Ça a une très faible densité énergétique par unité de volume. Il y a des grosses déperditions énergétiques quand on le compresse, etc., alors qu'il n'y a aucune déperdition énergétique au fait de transférer un liquide comme de l'essence, zéro. Enfin, c'est une molécule très diffusive, l'hydrogène. Donc, il faudrait faire un système logistique de transport de l'hydrogène dans des stations-service un peu partout en France, qui serait juste hallucinant. Il faudrait un siècle pour faire le réseau, ou 50 ans pour faire un réseau, enfin je dis n'importe quoi, mais des décennies pour faire un système de camions-citernes. Enfin bon, bref, on oublie l'hydrogène dans les transports, ça fera voler un avion parce que ça amuse Bruno Le Maire, et un train, mais voilà, ça ne sera jamais significatif dans les transports. Le nucléaire fait aussi beaucoup réagir, fait réagir par rapport à son origine intrinsèque et aussi donc à une ressource qui finalement est limitée par la ressource elle-même, par les déchets évidemment qui sont générés et qui sont toujours porteurs de questionnements. On a même une auditrice qui nous dit, mais alors si même pour l'uranium, nous sommes dans cette perspective de durée limitée, n'y a-t-il pas finalement qu'une seule voie à envisager qui est celle de la décroissance? Donc, Oui, alors moi, on peut faire un vote à main levée, qui est prêt qui est d'accord pour revenir au panorama tout à fait renouvelable que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, si tout le monde, si la majorité de la population française est d'accord, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Notre plan de transformation de l'économie française, il est basé sur une transition qui est déjà extrêmement ambitieuse parce que, je le redis, moins 5% par an. Alors, je vais poser la question autrement. Qui, dans les auditeurs et auditrices, est prêt à ce que son salaire diminue de 4% par an? Parce que c'est exactement de ça dont on parle, la décroissance. C'est exactement de ça dont on parle. Voilà. Donc, il n'y a pas de réaction. Si une majorité de la population est prête à ça, on peut y aller. Moi, je pense qu'on ne va pas y couper. Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je pense qu'on ne va pas y couper. Mais je vois bien au nombre de réactions nulles que j'enregistre que c'est de ça, enfin, voilà, c'est de ça dont il s'agit quand on parle de la décroissance. Donc, et j'insiste, elle va nous tomber dessus de toute façon. Elle va nous tomber dessus de toute façon. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont compris que c'était de ça dont on parlait en pratique. Mais j'insiste, pour Madame Gaëlle Buffet, par exemple, c'est de toute façon ça qui va nous tomber dessus. Ce qui a fait l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est le pétrole. Donc, voilà, vous pouvez me trouver désagréable, mais c'est malheureusement physiquement comme ça que les choses se sont passées. Donc, si je reviens au nucléaire, toute énergie est porteuse de risque.
des combustibles fossiles sont porteurs d'un risque qui est le changement climatique et qui va rendre inhabitable, par exemple pour les hommes, des zones où actuellement vivent entre 2 et 3 milliards d'individus. Bon, est-ce que les déchets nucléaires peuvent tuer 2 à 3 milliards d'individus? Sûrement pas. Est-ce que les accidents nucléaires peuvent tuer 2 à 3 milliards d'individus? Sûrement pas. Donc, combustibles fossiles ont un inconvénient, c'est les déchets. Est-ce que les énergies renouvelables sont sans inconvénient? Pas du tout. Le plus grand lac de barrage au monde, il a noyé l'équivalent de la superficie d'un département français. Qui, dans les gens qui écoutent, est d'accord pour que sa maison passe sous l'eau pour qu'on fasse des énergies renouvelables? Pas si tout le monde va être d'accord. Bon. Si on regarde la quantité de métal qui est nécessaire pour exploiter le vent et le soleil, comme je le disais tout à l'heure, elle est beaucoup plus importante par kilowattheure que ce dont on a besoin pour le nucléaire, parce que les sources sont beaucoup plus diffuses. Hein. Et il y a un article qui est paru dans Nature ou dans Science, je ne sais jamais, il y a 2 ans, qui expliquait que le bénéfice pour la biodiversité de limiter le réchauffement climatique avec des énergies renouvelables pouvait être annulé par la pression sur la biodiversité de l'ensemble des mines qu'il faut ouvrir pour fabriquer. Alors, évidemment, elles ne sont pas chez nous, donc non, on s'en fout. Elles sont ailleurs. Mais les éoliennes et les panneaux solaires, c'est de l'industrie mondialisée. Pareil, avec des mines, etc. Et la raison pour laquelle c'est pas cher aujourd'hui, c'est parce que c'est fabriqué avec une industrie fossile. Mais le jour où on n'aura plus les engins de mine fonctionnant au pétrole, les bateaux fonctionnant au pétrole, le pétrole pour faire toute la chimie amont, le charbon pour faire toute la métallurgie amont, etc., on en reparlera du prix des éoliennes. C'est évident que ce n'est pas pérenne, ce truc-là. C'est aussi pérenne qu'on a du charbon, du pétrole et du gaz pour fabriquer ces dispositifs. Il faut raisonner en système bouclé. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'idée qu'on va vers un avenir, on peut se débrouiller à 8 milliards sur Terre pour aller vers un avenir sans risque, il faut malheureusement se sortir cette idée de la tête. Ça n'existe pas. Je suis père de 2 enfants, donc je ne dis pas ça juste pour le plaisir de me rendre intéressant. Un avenir sans risque sur un monde à 8 milliards d'individus, ça n'existe pas. Donc maintenant, il faut arbitrer les moindres risques. Et quand on regarde bien les faits, pas le bruit médiatique, quand on regarde bien les faits, on se rend compte qu'à quantité d'énergie équivalente, le nucléaire est porteur, en général, des moindres risques, toutes énergies confondues. Il y a des articles qui sont sortis, je vais vous donner un chiffre. Est-ce que vous savez combien d'articles ont été publiés dans les revues médicales à comité de lecture qui comportent le mot radionucléide? Vous avez une idée? 700 000. Est-ce que vous savez combien d'articles ont été publiés dans la littérature médicale à comité de lecture, donc pas dans les journaux grand public, hein, dans les revues scientifiques, qui comportent le mot Tchernobyl? 4 000. Donc, contrairement à ce qu'un certain nombre de journalistes paresseux laissent entendre, les risques du nucléaire, ils ont été investigués depuis très, très, très longtemps par une communauté scientifique extrêmement large. Il y a eu un congrès de biologistes il n'y a pas longtemps qui a fait un état des lieux sur la zone évacuée de Tchernobyl. Et ce que disent les biologistes, c'est que la nature ne s'est jamais aussi bien portée parce que comparé au petit surplus de radioactivité qui est en fait assez faible par rapport à ce que vous recevez quand vous allez passer un scanner, qui est présent dans la zone, avoir évacué les hommes et leur agriculture intensive, alors ça, c'est l'évacuation d'une nuisance de premier plan pour la vie sauvage. Et donc, on a vu revenir les castors, les loups, les faucons, les arbres, les silures, les tritons, tout ce que vous voulez. En fait, on a fait une réserve de biodiversité sans l'avoir voulu, ce qui est assez rigolo. Sauf les chars russes, là, en ce moment, je pense qu'ils portent un peu plus atteinte aux petites bêtes voilà. Donc, les risques nucléaires, alors encore une fois, le nucléaire comporte des risques. Effectivement, l'uranium n'est pas chez nous. C'est très clair qu'on reste dépendant. Mais le cuivre pour faire les éoliennes, il n'est pas plus chez nous. Qui vous dit qu'on aura toujours du cuivre pour remplacer nos éoliennes? Pas plus que de l'uranium pour faire fonctionner nos centrales. Donc, je le redis, l'idée qu'on va se fabriquer un monde sans risque, c'est une chimère. Ce qu'il faut, c'est instruire les risques, les hiérarchiser et prendre en premier ceux que nous savons le mieux gérer. Voilà. Et à l'aune de ce critère, je vous assure que ma conviction propre, c'est que le nucléaire est porteur de la moins grande quantité de risques. Alors, on peut tout passer en revue, y compris le fait que les centrales soient bombardées en temps de guerre. Mais enfin, si vous bombardez une centrale en temps de guerre, le premier problème, ce n'est pas le fait qu'éventuellement le cœur fonde à l'intérieur de la centrale. Le premier problème, c'est que vous allez priver une partie de la population d'électricité, ce qui fera considérablement plus de morts que le fait d'avoir bombardé la centrale. Si demain matin, la France devait être privée d'électricité pendant 4 mois, totalement privée d'électricité,
Vous n'avez plus d'acheminement de nourriture, vous n'avez plus de système de froid, vous n'avez plus de système de chaud, vous n'avez plus de système de communication, vous n'avez plus de monnaie. À votre avis, combien de morts? Des millions, des millions, 5 millions, 10 millions. Donc, aucun accident nucléaire n'arrive au quart de la moitié, du dixième, du centième de ce truc-là. Donc, les risques que en choisissant une société totalement basée sur l'électricité, nous avons, par construction, créé une société vulnérable aux agressions. Par construction. Voilà. Donc, je le redis, hein, l'idée qu'on pourrait se mettre dans un monde sans risque, malheureusement, ça ne marche pas. Il faut arbitrer les risques, y compris les risques géopolitiques, qui consistent à essayer de faire en sorte que le moins de monde possible ait envie de nous taper dessus. Voilà. Ça fait partie aussi de l'équation. Pardon. Plutôt dans le chat, plusieurs questions que je vais essayer de résumer et qui, à mon avis, relèvent de la perspective temporelle des changements qui doivent être mis en œuvre. Par exemple, on nous dit, voilà, aujourd'hui, 400 000 conducteurs routiers, qu'est-ce que deviennent tous ces gens si demain, il n'y a plus du train qui transporte les marchandises, ou alors, voilà, on est face à des jeunes que l'on forme aujourd'hui, comment faire pour qu'ils aient finalement la culture, les compétences pour réagir de façon cohérente dans le monde qui les attend demain. Quand on voit ces questions, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire mais attention, ce n'est pas des décisions qui vont se prendre aujourd'hui pour demain, elles doivent se prendre obligatoirement aujourd'hui pour après-demain, et obligatoirement, sinon on a bien compris tous les enjeux et tout ce qu'on réserverait aux générations futures et qu'on n'a pas du tout envie de laisser à nos générations futures. Et donc, finalement, ça revient à la question, quelle temporalité? Alors, il nous reste 6 minutes. 6 minutes pour quelle temporalité? Alors, d'abord, je vais vous reprendre, si je peux me permettre, sur un mot qui est génération future. J'insiste, c'est génération présente. Ouais, c'est vrai. Les générations futures, elles sont nées depuis longtemps, hein, celles qui vont se taper celles qui se tapent déjà et qui vont se taper le problème. Hein. Dans le plan de transformation de l'économie française, on a effectivement, je l'ai montré rapidement tout à l'heure, création et destruction d'emplois. C'est des choses qui doivent se gérer. Alors, depuis le début de l'ouverture de notre chantier emploi dans le plan de transformation de l'économie française, on est allé discuter avec des représentants d'organisations syndicales. On leur a dit, voilà la manière dont on réfléchit. On réfléchit avec des emplois qui sont nécessaires physiquement pour que le système fonctionne. Et évidemment, ça nous amène à en voir certains qui augmentent et certains qui baissent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est idiot de raisonner comme ça? Est-ce que c'est un drame qu'il y ait des disparitions d'emplois? Et donc, vous n'allez pas vouloir discuter avec nous de l'idée, enfin de la construction qu'on propose de discuter, etc. On ne s'est pas du tout fait jeter des tomates pourries à la figure. On a noué des discussions assez constructives avec les gens qu'on avait en face de nous. Et en fait, le maître mot est effectivement celui de la durée. C'est-à-dire que d'organiser… Là, vous savez, dans la construction automobile, par exemple, il y a 300 000 d'emplois en moins en 30 ans. Mais 300 000 emplois dans la construction automobile, on les a perdus en moins de 30 ans en délocalisant. Hein. Donc, pour le bénéfice du consommateur qui ne veut pas payer sa voiture chère, on a déjà perdu 300 000 emplois. Il faut bien voir que l'équation que nous avons collectivement choisie, et j'insiste, collectivement choisie depuis 50 ans, c'est le bénéfice du consommateur et le drame du salarié. C'est ça que nous avons choisi collectivement depuis 50 ans. On a choisi collectivement de mettre nos salariés en concurrence avec ceux de pays étrangers. Comme ça, le consommateur est content, il paye moins cher, et le salarié n'est pas content, il se fait virer. Bon. L'équation qu'on doit avoir si on veut inverser la donne, elle est très cohérente avec la baisse du pouvoir d'achat que j'ai évoqué tout à l'heure. On fait plus de choses chez nous, mais ça coûtera plus cher, et donc on achètera moins de trucs. Donc, au lieu d'acheter 4 vêtements par an, on en achètera 3 ou 2 ou 1. Mon père, qui était prof de fac, il avait donc il n'était pas un pauvre, hein, il avait des vestes et des chemises rapiécées au coude. Parce qu'à son époque, même quand on était prof de fac, on ne jetait pas une veste, ça valait trop cher. Et on ne jetait pas une chemise, ça valait trop cher. Donc, on va progressivement, par la force des choses, revenir vers un système de cette nature.
La question, encore une fois, c'est celle du temps. Si on fait sortir 300 000 personnes du secteur automobile en 30 ans, ça fait 10 000 personnes par an, c'est moins que le renouvellement naturel. Donc, ça se gère. Le problème, il n'est pas tant de faire sortir que de faire rentrer. Dans notre plan, on doit faire rentrer 500 000 personnes dans le secteur agricole. Il faut trouver des jeunes qui ont envie. Il faut trouver des endroits où les gens s'installent. Il faut trouver des types de production qui permettent d'augmenter l'emploi et des types de transformation derrière qui permettent de capter plus de valeur ajoutée dans les exploitations. Il faut que les Français acceptent de payer leur nourriture plus cher. On en revient à un sujet de prix, etc. Le problème, il est plutôt dans tout ce que je viens d'évoquer, plutôt que dans le fait de faire décroître l'emploi avec des sorties naturelles dans les secteurs où ça doit décroître. Ça, ce n'est pas trop compliqué.